On a traduit la stratégie du dauphin en 2 valeurs cardinales chez Meilleurs Agents. Ces valeurs sont toujours super vivantes. C'est ça qui fait venir les gens, c'est ça qui les retient et c'est ça qui fait qu'ils délivrent le meilleur d'eux-mêmes. La dissonance entre ce qui est écrit et ce que tu fais tue une boîte. En 2008, pour connaître les prix à Paris, il y avait un prix par trimestre donné par les notaires avec généralement 6 mois de décalage. Meilleurs Agents arrivent, en 2 minutes, tu peux avoir une estimation de ton appartement, de ta maison, gratuitement. On a mis longtemps à trouver un modèle économique viable. Il y avait tout ce parcours où on avait l'impression qu'on allait contre le marché. On se retourne vers toi pour savoir si est-ce que la boîte va fonctionner. Il faut que je rassure les investisseurs. J'ai vraiment l'impression qu'on me met une pression énorme et je suis fatigué. Et à ce moment-là, je suis tout près du burn-out. Je me souviens quand on a passé le cap de 20 personnes, je me suis dit, oulala, comment on va faire? Est-ce qu'on va arriver à garder cet esprit d'entraide? Plus on était nombreux, et plus la culture était forte. Quand un patron arrive à faire toucher ça du doigt auprès des gens qui l'entourent, il y a des miracles. On va tous connaître des grands moments de solitude et de doute. Faut être armé pour ça, mais plus que ça, faut... Quand tu fais du capital risque et que tu investis sur des boîtes toutes jeunes, tu as un vrai problème. Il y a toute une partie d'analyse que tu peux faire, et puis il y a toute une partie, tu peux pas. Je crois qu'il faut que j'apporte 2 choses super claires. Si j'ai pas ça au début ou pendant l'aventure, je vais aller nulle part. Si tu as manqué la première partie de cette interview, je t'invite à cliquer sur la fiche info en haut à droite. Sébastien Delafont te livre la clé pour savoir si ton idée business est la bonne, le comportement idéal à adopter face à tes peurs, l'élément qui garantit ta réussite en lien avec ta mission et t'aide à recruter tes meilleurs talents. Cette seconde partie te fera découvrir son enfance, sa méthode irremplaçable pour renforcer sa culture d'entreprise et passer à l'action rapidement. Nous parlons du paradoxe associé aux émotions et de la façon de trouver ton modèle économique unique. Prends des notes et pense à diffuser cette vidéo à un entrepreneur ambitieux. Bon visionnage à toi. J'aimerais partir dans une autre direction, j'ai entendu ça m'a touché. Si c'est ok pour toi de parler un petit peu de tes papas, je crois de 2 papas tu dis dans un podcast, et ouais, ça m'intéresse que tu me racontes ça, et je sais que je vais avoir des questions à creuser sur comment ça a façonné un petit peu ton identité, tes croyances, ton humanité aussi peut-être, ça sera dans les sujets d'après. Comment était ton enfance? Ça m'intéresse de savoir. Je pense que j'ai une enfance très riche, pas que simple, mais quand en fait on creuse la vie des gens, des uns et des autres autour de nous, quand on la connaît suffisamment, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie simple. Personne n'a de vie linéaire. Derrière chaque parcours, il y a des trucs qui sont costauds, des trucs magnifiques, et puis des trucs plus compliqués. Bon, en ce qui me concerne, je suis né à Brest, dans un port de guerre, un port de marins, parce que mon père était officier de marine. Et un truc qui a très vite marqué mon parcours d'enfance, c'est que mon père est mort dans un accident quand j'avais 5 ans. Donc déjà, il était marin, la marine nationale, on le voyait pas beaucoup. À ce moment-là, il était second d'une base aéronavale à côté de Nîmes. Un matin, il est parti à 8h30. À 10h, il y avait le commandant de la base qui venait nous annoncer qu'il était mort. Ça fait partie des rares souvenirs que j'ai de cette époque-là, mais je me souviens très bien du commandant de la base qui ouvre la porte en tenue militaire. C'est pas à moi qui l'annonce, il demande à parler à ma maman. Je sais que j'étais là pour ouvrir la porte. Donc ça c'est des choses qui te marquent un peu. Et il y a un avant et un après. Parce que très clairement, je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en charge. Et ça a eu plein de conséquences positives, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que j'étais déjà un petit garçon relativement sage et responsable, mais ça m'a fait me dire que fallait que je compte sur moi, que je sois relativement costaud. Donc ça a développé chez moi, je pense, une certaine forme d'autonomie. Ça, c'est le positif. Le côté négatif, sur lequel je continue à travailler aujourd'hui, c'est que mes émotions
Il a fallu que je les gère, mais j'ai pas forcément pris la bonne route. J'ai tout supprimé. Et tu vois, entre l'âge de 5 ans et il y a quelques années, j'ai pas pleuré une seule fois. Ce qui est pas bon du tout. C'est un vrai travail pour moi. Donc pour survivre, entre guillemets, t'as coupé. Le petit garçon, il a fait ça. Puis en plus, pendant un an et demi derrière, si tu veux, j'ai été baladé d'une famille à une autre, etc. Parce que c'était très compliqué pour ma maman. Bon, moi, je me suis senti complètement abandonné. Et ça explique plein de trucs par la suite, positifs. Et que quand j'ai monté une équipe, et une équipe avec mes associés, j'attendais d'eux, sans forcément comprendre pourquoi, un niveau de solidarité, un niveau de dépendance, d'interdépendance, d'engagement mutuel, plus fort que celui qu'on attend typiquement de ses associés. Et quand on a monté la boîte ensemble, moi je leur ai dit, vous savez, la boîte, je souhaite qu'on la monte ensemble, on commence ensemble, on finit ensemble. Et il était hors de question qu'à un quelconque moment dans le parcours, sauf si on se tapait dessus pour... il y avait des raisons de fond, qu'à un quelconque moment, on se laisse tomber. Et ça vient de mon enfance. Parce que, si tu veux, c'est chevillé en moi. À partir du moment où on fait équipe, on va au bout. Ça, c'est, je pense, la peur de revivre ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui est, je dirais, l'abandon ultime, la mort d'un parent. Alors, pourquoi un deuxième père ? Parce que ma mère s'est remariée quelques années plus tard à un deuxième officier de marine et qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Ils avaient des enfants chacun de leur lit. Et après quelques années, on est devenus très proches avec ce deuxième mari. Il m'a élevé comme un fils et avant ma majorité, il a souhaité, pour marquer le coup, m'adopter. Alors que j'avais 17 ans. On n'adopte pas un enfant de 17 ans. Mais du coup, c'était comme une forme d'adoption mutuelle. Tu l'as vécu comment ? Qu'il a envie de faire ça ? C'était très fort. C'est une marque d'amour alors qu'il était super pudique. On parle de militaire. Et c'est intéressant parce que j'imagine que la souffrance aussi de l'associé, le premier qui part et la déconnexion au niveau des valeurs... Ça a dû être d'autant plus challengeant si pour toi c'était quelque chose de fondamental de construire une aventure et d'aller au bout et de ne pas se laisser en fait. Oui, j'ai vécu ça comme un abandon. T'as conscience ou pas que ça reconnecte à l'enfance à ce moment-là ? J'en ai de plus en plus conscience. On pourra parler plus tard des choses que je fais justement pour me prendre en main, pour me coacher physiquement, psychologiquement, etc. Parce que pour moi, c'est une dimension absolument essentielle. Je viens de finir la lecture d'un bouquin qui m'a beaucoup éclairé, qui s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». Peut-être que tu le connais. Ouais. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et donc, si on lit bien ce bouquin, on se rend compte que tous, on souffre au moins de 2 grandes blessures et qu'elles ont généralement leur origine dans l'enfance. C'est vrai que je me suis beaucoup retrouvé dans ce livre, et l'abandon est là. Mais c'est comme les coups durs dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui nous anime, et soit ça peut nous terrasser, nous bloquer, nous amener dans la dépression, soit au contraire, on peut comprendre et devenir une force. Et en ce qui me concerne, aujourd'hui, je considère que c'est une force. Et tu vois, je t'en parle de manière complètement libre. Je déjeunais encore hier avec mes copains ex-associés, avec qui je vais sûrement remonter un nouveau business. La nature et la force de nos relations est énorme et ils savent très bien, pour moi, que cette notion d'abandon est un moteur et que je compte sur eux jusqu'à la mort. Mais c'est extraordinaire et on en rigole. Mais ça donne une force à notre union. Donc oui, on peut faire de nos faiblesses des forces. Et c'est à un maître en la matière que je parle. Mais c'est là où on se reconnaît. Nous sommes des humains fragiles. Mais si on est là depuis 3 milliards d'années, c'est que ces fragilités qui sont les nôtres, notre mortalité, le fait qu'on ne sache pas tout faire, le fait que certaines choses nous fassent plus mal que d'autres, nous ont pas empêchés d'être là et d'avoir survécu à 3 milliards d'années d'agression, de prédation, etc. Nous sommes des machines d'une versatilité, d'une capacité de rebond, d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Par moments, on nous en fait prendre conscience, mais par plein d'autres moments, nos éducations, les choses qu'on peut vivre dans la vie, nous font oublier à quel point nous sommes des machines extraordinaires. Et ça, pour moi, déjà à titre personnel, et pour les gens avec lesquels je travaille, c'est très important de partager ça. Et parce que c'est vrai que ça m'a permis, et je l'ai vu autour de moi ces dernières années, d'aider des gens à reprendre contact avec ça, en eux. Et quand un patron, un animateur arrive à faire toucher ça du doigt auprès des gens qui l'entourent, il y a des miracles. J'ai été passionné, je le suis toujours, par la psychologie, le coaching, le développement personnel. De l'autre côté, ça me passionne le marketing, le business, le management, comment tu scales une entreprise, comment tu la développes. Souvent, ce qui se passe, et c'est un paradoxe incroyable, c'est que j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent « Non, mais moi, j'ai pas besoin de tous ces trucs de coaching. » Avec un petit arrière-goût de « Ah, mais c'est pour les gens faibles. » Et le paradoxe
C'est qu'en fait, ils viennent me voir en coaching parce que, je sais pas, ça va être sur des sujets plus business. Je viens de lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement, mais j'ai peur qu'ils prennent trop de contrôle. Et en fait, la conversation, il y a 30% de stratégie, mais 70%, c'est comment je gère cette peur, comment t'expliques peut-être que il y a tout un monde de gens brillants et fascinants et qui m'inspirent énormément sur tout ça, mais qui du coup ont une fermeture dès qu'il s'agit d'émotions, de développement personnel, alors que paradoxalement, ce genre de personnes, tu leur donnes 2% de ce truc-là, vu que justement ils sont brillants, ils en font des trucs incroyables. Il y a un peu plus de 2000 ans, 2500 ans, il y avait un temple en Grèce, à Delphes, et en haut de ce temple, il y avait une inscription, c'était « Connais-toi toi-même ». C'est Socrate, plus tard Platon, qui nous ont enseigné ça en disant la première chose à faire, c'est de travailler sur soi-même. Et ça, c'est un truc qui n'est jamais terminé. Tu vois, c'est il y a 2500 ans, et on y est toujours. Est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport aux Grecs ? C'est pas sûr, et je pense d'ailleurs même que l'enseignement des philosophes grecs était probablement plus complet que celui qu'on peut recevoir aujourd'hui dans nos meilleures écoles et avec les meilleurs cursus qu'on puisse connaître. Je pense que c'est un parcours qu'il faut faire aussi avec les autres de manière ouverte, parce qu'en fait, on vit tous le même truc. Chercher à mieux se connaître, chercher à mieux se comprendre. À partir du moment où on ne se sent pas jugé, tout devient plus simple. Et tu l'as dit, on est dans une société qui peut être très vite assez dure, où on va coller des étiquettes, où on sent beaucoup de compétition, de concurrence, et donc on veut apparaître fort. Et tout ce qui peut donner l'impression qu'on ne sait pas, on est fragile, on a des émotions, on a peur de ça, on voit tout ça comme effectivement des éléments de faiblesse. Et c'est cette société qui nous donne ce sentiment que voilà, tout ça, il faut le cacher. Rien n'est plus faux. Tu vois des gens très forts t'expliquer toutes les choses qu'ils n'ont pas réussi, leurs doutes, leur fragilité. Ils ne disent pas ça quand ils ont 25 ans, parce que quand ils ont 25 ans, ils sont là pour tout tuer, ils cachent tout, etc. Ça vient aussi avec la maturité. Ça prend du temps, et c'est OK d'avoir ces peurs, de ne pas s'ouvrir tout de suite au début. Et c'est plus facile, tu vois, pour moi de le faire aujourd'hui qu'avant. C'est des parcours de vie. On va continuer d'apprendre. La deuxième inscription, c'est « je sais que je ne sais rien ». Ça, c'est un peu désespérant. Je ne crois pas qu'on sache rien, mais c'est un long apprentissage. Et ta démarche, David, elle est fantastique. Parce que tu es en questionnement par rapport à toi-même, tu es parti de là, et tu veux travailler ce questionnement en faisant participer les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me retrouve complètement dans ce parcours. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur la dimension justement de ce que tu fais toi pour avancer sur ton propre chemin ? Propre chemin, c'est très large comme question, mais déjà, comment est-ce que je prends soin de moi ? Ouais. Parce que être entrepreneur, emmener une entreprise, tu vois, Meilleurs Agents, on a commencé en 2008, on était 4. Quand on est sorti, il y avait 350 personnes. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a été une aventure très dure, comme plein d'entrepreneurs les vivent. Mais quand je dis dur, c'est dur intellectuellement, psychiquement par moment, mais physiquement aussi. En fait, un entrepreneur, de mon point de vue, doit prendre soin de lui comme un athlète le fait. Et ça a plein d'implications. Ça veut dire faire attention à son sommeil, faire attention à son alimentation, faire attention à son corps. Je l'ai compris, je pense, relativement vite. Enfin, j'avais déjà plus de 40 ans, mais tu vois, j'ai arrêté de fumer. Au moment de Meilleurs Agents ? 2 ou 3 ans après. Et c'est vrai qu'il y avait ce niveau de stress qui était énorme, et quand tu fumes, et que ça fait longtemps que tu fumes, et que tu as un boulot très stressant, c'est pas évident d'arrêter. Et pourtant, j'ai bien compris que c'était essentiel pour durer. J'ai fait de plus en plus de sport. Par moments, je faisais jusqu'à 4 ou 5 heures de tennis par semaine. C'était très important pour moi, pour relâcher la pression, pour sortir ma haine, ma colère, mes tensions. C'était très important. Et puis, ces dernières années, j'ai mis en place une routine qui, aujourd'hui, pour moi, est indispensable. Tous les mois, je vais voir un ostéo. Et c'est presque un coach pour moi. Parce que la dimension physique, il voit tous mes tensions, etc. Et il sait très, très bien si je passe par une phase un peu compliquée ou pas, ou si je suis plus zen. Il le voit à ton dos, là. Oh, il voit tout. Il voit tout. Et il m'aide à régler les trucs. Grâce à un copain, Marc-Antoine Garrigue, que je salue, un jour, il m'a dit « Mais tu sais, toi, et c'était en 2016, t'es crevé. C'était très dur chez Meilleurs Agents. J'étais à la limite du burn-out. Tu dois aller voir ma copine Aurélie. C'est une masseuse que je vais voir depuis 12 ans. Elle me fait un bien extraordinaire. J'y allais pas. Puis un jour, il m'a dit « Écoute, j'ai payé. C'est lundi, 19h, tu y vas. » Et quand il m'a envoyé chez sa masseuse, il m'a sauvé la vie d'une certaine manière. Je suis allé chez elle, puis j'ai découvert qu'elle n'était pas que masseuse, elle était aussi psy.
Et depuis 5 ans, elle me suit et je vais la voir tous les mois. Et je ne manquerai plus mes rendez-vous avec elle pour rien au monde. Beaucoup des étapes que j'ai traversées sur le plan professionnel et après petit à petit sur un plan personnel, elle m'a apporté une perspective, elle m'a donné des clés, elle m'a aidé. Ça a absolument été énorme. Et je sais que pour plein de gens, voir un psy, c'est parce qu'on est malade, etc. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et donc prendre soin de mon corps avec du sport, du sommeil, un ostéo et avoir cette femme extraordinaire qui me psychote et qui m'aide en fait à formuler, à comprendre les choses, à prendre du recul et qui en même temps me masse, ça fait de moi quelqu'un de beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus vif, beaucoup plus performant. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, des conseils tout bêtes, importants que je donnerais à n'importe quel entrepreneur, je les donne d'ailleurs, pour tenir et pour être plus fort, oui. Le bien-être crée de la performance. Donc pour nos entrepreneurs, c'est bien d'entendre ça. Et c'est pas vrai que pour les entrepreneurs. Moi, je dirais que autour de moi, dans l'équipe, chez Meilleurs Agents, ils le savent, garçons ou filles, je les tannais tous pour qu'ils fassent du sport et prendre soin de soi et manger correctement, etc. Il ne faut pas être intrusif, parce qu'après, les gens ont leur vie. Mais moi, j'ai vu des gens se transformer physiquement en quelques années et me dire mais écoute, c'est vrai, tu m'as fait prendre conscience de ci ou de ça, et je les ai vus tellement mieux dans leur peau. Mais aussi parce qu'ils voyaient que je faisais la même chose. Mais tu sais, c'est comme avec les enfants. Les enfants, ils font jamais ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on fait. Et c'est ça d'ailleurs, le manager. C'est celui qui inspire les autres par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser à un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si tu l'as lu ou tu le connais, de Ben Horowitz. Who you are is not what you say, is what you do. C'est un truc comme ça. Je me souviens. C'est exactement l'idée. C'est exactement ça. Et il est hyper intéressant pour effectivement illustrer que la culture, c'est beaucoup plus tes actions que ce que tu dis en permanence ou ce que tu marques sur un mur. Ce n'est que tes actions. Et chaque fois que c'est dissonant entre ce qui est marqué, la petite pancarte, sois gentil, sois aimable, nettoie la table, etc., etc., la dissonance entre ce qui est écrit et ce que tu fais tue une boîte. Et c'est le meilleur moyen d'avoir des mercenaires, des gens cyniques, etc. Et à la limite, de mon point de vue, il n'y a rien sur les murs. Et c'est tout, je dirais, dans ton comportement. Il y avait un truc qui était un peu mythique chez nous, c'était l'éponge ou la miette. Parce que moi, je suis un peu un maniaque de la propreté. Et quand on avait des cantines ou des petites tables, etc., au début, c'était tout petit, puis par la suite, c'est devenu beaucoup plus grand. Les gens m'ont toujours vu, à la fin d'un repas, de quoi que ce soit, d'un meeting avec des gens, me lever, prendre l'éponge et nettoyer la table. Même quand on était 300, ils m'ont toujours vu le faire. Et je le faisais pas pour qu'ils me voient le faire. Je le faisais. T'as rien besoin de dire. Et si tu veux que ton truc soit nickel, ben tu fais. Et là, je veux dire, ça règle tout. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant bien avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions. Dans les clients que j'accompagne ou les amis que j'ai, il y a un enjeu en grossissant à maintenir la culture ou la faire évoluer. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place pour renforcer cette culture qui apparemment était assez forte chez Meilleurs Agents ? Elle est très très forte et en fait c'est la colonne vertébrale de la boîte, c'est la culture. Je me souviens quand on a passé le cap de 20 personnes, je me suis dit « Ouh là là, comment on va faire ? Oh là là, est-ce qu'on va arriver à garder cette cohésion, cet esprit d'entraide, cette quête de l'excellence, etc. » Puis finalement ça passait. Plus on était nombreux et plus la culture était forte. J'ai mis un certain temps à comprendre. Alors, on faisait tous les mois avec Thibaut Remy, qui a été longtemps mon CFO et qui m'a remplacé à la tête de Meilleurs Agents. Et on a travaillé ensemble pratiquement 11 ans. Il organisait des déjeuners une fois par mois avec les nouveaux, ceux qui étaient là depuis 1 mois ou 3 mois ou 6 mois. Et on faisait un point entre ce qu'ils avaient perçu avant de rentrer et puis ce qu'ils voyaient 3 ou 6 mois. Et puis est-ce qu'il y avait des décalages entre ce qu'ils percevaient comme culture, fonctionnement et ce qu'ils voyaient. Il y a des gens qui disaient, moi je suis arrivé dans cette boîte, on m'avait parlé d'entraide, de bienveillance, de toute façon toutes les boîtes font la même chose. Au bout d'un moment, puis moi je viens de telle ou telle boîte, on me l'avait bien raconté, donc de toute façon moi j'étais venu. Oui, la boîte est sympa, les locaux sont sympas, mais j'avais aucune attente là-dessus. Et puis en fait,
Je me suis rendu compte que d'abord, tous les jours, il y avait quelqu'un qui me disait « Ça va, t'as besoin d'un coup de main, je t'ai vu, t'étais en galère là-dessus, est-ce que machin ?» Je me disais « Attends, oh !» Puis je suis commercial, je devais m'absenter pendant une semaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, t'inquiète pas, je vais prendre en charge tes prospects. » Je dis « Attends, ouais. » Il a pris non seulement en charge mes prospects, mais il a closé des deals et il n'a pas été question qu'ils retiennent quoi que ce soit. Il me dit « Mais j'ai vu ça nulle part ailleurs. » Et on avait chaque mois des témoignages comme ça. Et moi, c'est pas des gens que j'avais rencontrés. Et je faisais pas des picousses, ou même Thibaut, des picousses de culture tous les jours. On en parlait à l'entretien, puis après, les gens, ils vivaient leur vie. Tu sais ce qui se passait ? C'est qu'au bout d'un moment, les gens, voyant que cette culture était pas bullshit, se rendant compte qu'au quotidien, ça changeait leur vie, qu'ils pouvaient tomber leur masque de commercial, où je suis à couteau tiré, etc., que je pouvais faire confiance, que j'avais le droit de dire que je savais pas, que je m'étais planté, que c'était OK, que c'était même bien vu. Ils en font l'expérience. Ils voient que le boss dit « Ah bah ce truc-là, je me suis planté, ben nanana ». Ils le prennent à leur compte et ils en deviennent des ambassadeurs. Et du coup, le moment magique, c'est quand tu te rends compte que c'est plus toi, en fait, qui défend les valeurs. Ça vient de l'intérieur et c'est auto-entretenu. Et quand je suis parti de la boîte, le dernier jour, je me souviens, je suis là, j'emmène mon tigre de mon bureau, etc., etc. Et ça doit faire quelque chose, ça. Ah ça, c'est horrible, c'est horrible. Mais il y a Sabrina qui m'arrête, elle voit sûrement que je suis pas bien, que j'ai les boules, bon, et elle me dit, tu sais Sébastien, t'inquiète pas, la culture va rester, on va la défendre, c'est notre bien le plus précieux. Et elle pouvait pas me tenir, je dirais, des propos plus importants que cela à ce moment-là. Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, tiens, je suis pas satisfait de ma culture, de la culture de ma boîte, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour arriver à la faire évoluer ? C'est une super question, parce que j'ai un credo là-dessus. À tort ou à raison, je pense qu'on ne change pas la culture d'une boîte, comme on ne change pas la personnalité de quelqu'un. Parce qu'en fait, la culture d'une boîte, c'est sa personnalité. On peut changer des pratiques, on peut arrondir des angles, on peut améliorer des choses, on peut clarifier des choses, on peut changer 50 fois de modèle économique. Je ne crois pas qu'on change une culture. Et quand on ne se rend pas compte qu'on est en train de changer la culture d'une boîte, par exemple, quand on la rachète, qu'est-ce qu'on fait ? On la tue. Et quand on rachète une boîte dont la culture nous est étrangère, voire incompatible, on va la tuer. On est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. On peut avoir du coup un compte de résultats, des clients, des machins, je veux dire, qui sont superbes et ça paraît, je dirais, tellement synergique avec sa propre activité. Mais si les cultures sont pas compatibles, ça va pas marcher. Jamais. Vous avez utilisé ce levier de développement en rachat ? Jamais. Non ? Jamais. On aurait pu. La question s'est posée plusieurs fois. Bon, on était déjà nous-mêmes suffisamment en galère pour régler nos trucs et puis on avait beaucoup de choses à faire par nous-mêmes. Mais c'est vrai, il y a eu peut-être 2-3 boîtes plus petites, ça aurait pu nous accélérer. Mais c'est vrai que l'élément de culture, je le sentais confusément, profondément, t'es pas là. Le produit était bien, on aurait pu le prendre, ça aurait pu accélérer des choses, mais je pense que les promoteurs étaient pas forcément tout à fait alignés avec nous. Là, justement, la semaine dernière, il y a des, je sais pas comment on appelle ça, des personnes qui m'ont contacté en me vendant l'opportunité de rachat d'entreprise. La semaine d'avant, j'ai écouté un podcast de Patrice X Thierry qui s'est développé beaucoup en rachat d'entreprise. Ça a été une stratégie forte. Qu'est-ce qui détermine que c'est une stratégie à privilégier ou pas, le développement par le rachat d'entreprise ? Je ne sais pas si je suis très compétent pour répondre à cette question, d'abord comme entrepreneur, parce que comme entrepreneur, chez Meilleurs Agents, on n'a jamais fait de rachat. Dans ma première vie, je faisais effectivement de la banque d'affaires, dont des fusions-acquisitions, des rachats d'entreprises. Mais j'ai pas vu ça sous l'angle de l'entrepreneur. On a quand même notre homme d'affaires le plus successful en France, s'appelle Bernard Arnault, qui a construit son empire sur le rachat d'entreprise. C'est un tel modèle. Et pour moi, c'est un génie. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Parce qu'il a racheté je ne sais combien d'entreprises dans le domaine du luxe, de la distribution. Et il a réussi finalement à conserver d'ailleurs souvent les équipes et à créer un groupe. Dans ma carrière professionnelle, je me souviens, j'ai accompagné la famille Guerlain, le rachat par LVMH. Et à l'époque, les propos, c'était de dire on va garder la culture de Guerlain dans le groupe LVMH. On va vous donner les moyens de vous développer, financiers, logistique, marketing, mais on va garder l'ADN de l'entreprise. Et je crois que ça a été fait très largement. C'est il y a très longtemps. Je suppose que c'est une stratégie qu'ils ont réussi à maintenir. Maintenant, c'est un peu miraculeux pour moi. Je ne sais pas comment ils font pour intégrer ça au sein d'un groupe aussi gigantesque tout en respectant des ADN, des personnalités, des caractères aussi différents. Donc là-dessus, je pense que Bernard Arnault est un génie. Moi, je ne serais pas capable de le faire. Cette personne et cette équipe fait quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que je pense que c'est très compliqué justement ça. Moi, je pense que je n'en serais pas capable. Il y a des domaines ou des secteurs
ou des approches où oui, tu rachètes par exemple des portefeuilles de gestion immobilière, des portefeuilles d'actifs, etc. Et donc là, il y a quelque chose de très mécanique, il y a quelque chose de très financier. Et donc l'agrégation d'un certain nombre de boîtes, oui. Mais chaque fois que tu rentres dans une logique où la dimension humaine, l'ADN est plus fort, pour moi, c'est dangereux. D'ailleurs, les stats le prouvent, 80% des acquisitions, des opérations de fusion-acquisition, échouent quelques années plus tard et ne délivrent pas les résultats qu'on en attend. Et de mon point de vue, généralement, pour des questions de facteurs humains et de culture. Une bonne question, c'est de creuser la culture de la boîte qu'on aurait à racheter et voir, analyser, ressentir est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à les fusionner. En sachant que dans le contexte de Bernard Arnault, apparemment de ce que tu décris, ils ne sont pas dans une logique de fusionner la culture, mais plutôt maintenir la culture de la boîte qu'ils rachètent. Mais après, ils rachètent des énormes boîtes quand même. Oui, au fil du temps, mais ils ont racheté aussi parfois des entreprises plus modestes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris une telle dimension. Mais bon, c'est un parcours sur 40 ans. Ils ont suracheté des boîtes de toute taille, des boîtes très artisanales, très petites, comme des géants. Et ils ont trouvé la bonne combinaison, la combinaison gagnante. C'est un savoir-faire extraordinaire. On pense machine de guerre marketing, on pense machine de guerre financière, etc. Je pense que cette intelligence humaine, la force des cultures, est probablement un des cœurs de savoir-faire de ce groupe. Maintenant, j'en parle de l'extérieur. Voilà. Et donc ça a été comment de vendre ta boîte? Là tu parlais justement de partir et ta collègue, enfin plutôt une de tes personnes de ton équipe qui te parle que la culture elle va se maintenir. Comment ça s'est passé en fait cet exit? C'est très dur de vendre sa boîte, surtout quand c'est une famille comme Meilleurs Agents. Après j'étais à l'origine de la décision, je ne la regrette pas, mais sur le plan émotionnel ça a été très dur. Et une bonne manière de me guérir et de surmonter cette épreuve de la séparation, ça a été d'écrire l'aventure. Je l'ai fait dans un livre. Qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». Et là, j'ai voulu partager l'aventure, ce qui a fait qu'elle a fonctionné. Et je l'ai fait sans phare, avec l'aide d'un journaliste qui s'appelle Gilles Lockhart, qui nous suit depuis 10 ans. Et on l'a écrit à 4 mains. Et on a raconté l'histoire exactement comme elle s'est passée. Ce qui est rare. Oui. Pour les exits, tout ça, souvent, c'est très flou un peu ce qui se passe. C'est les retours qu'on m'a donnés, parce que beaucoup d'entrepreneurs, même ceux qui ne s'intéressent pas à l'immobilier, m'ont dit mais il y a plein de clés là-dedans et surtout tu nous racontes la vérité et c'était mon souhait et ça m'a fait énormément de bien, ça a été une catharsis pour moi et quand le livre est sorti, et ben voilà, j'étais libéré. C'est top parce que Marc Simoncini me disait que quand il a vendu, je sais plus laquelle des deux boîtes, mais il a été en burn-out pas en burn-out, en dépression juste après. J'imagine que ça aide aussi à faire la transition, quoi, de redonner. Essentiel. Alors je pars dans une autre direction. Fred Mazella, il m'a dit entreprendre, c'est gérer des problèmes. D'ailleurs, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans des fois où je me disais mais il y a trop de galères. Et je me suis dit bon, tout va bien, c'est normal. C'est quoi un des challenges les plus stressants, les plus émotionnellement durs dans le parcours Meilleurs Agents que tu as eu à gérer et qui t'a aussi beaucoup appris en fait, en le traversant, en le dépassant? Je pense que le principal challenge qu'on a connu chez Meilleurs Agents, c'est la durée dans la difficulté. On a mis longtemps à trouver un modèle économique viable. Au début, la manière de laquelle on gagnait notre vie, il fallait qu'on qualifie des particuliers vendeurs d'un bien immobilier, on les apportait à des agents et on n'était payé que quand les agents vendaient le bien. Et ça, c'était très long, très incertain. On a connu la crise de 2008, on a connu la crise de 2011. Ça a été très pénible. Il y avait tout ce parcours où on avait l'impression qu'on allait contre le marché. Oui, parce que les agents sont contre vous à ce moment-là. Les agences qui travaillent avec nous sont avec nous. Oui. Mais elles sont minoritaires, et même quand elles sont avec nous, elles sont jamais tout à fait contentes. Et nous, on n'est pas totalement satisfaits de leur performance parce qu'on trouve qu'elles ne transforment pas suffisamment nos leads. Et puis en plus, on a un marché qui va mal, le marché immobilier. Entre 2008 et 2009, crise financière, il va mal. Puis 2011, il y a un resserrement des conditions de crédit, il va mal. On a beaucoup de vents contraires. Et donc, les années passent, tout ça est très difficile. On a pas beaucoup d'argent, très peu de moyens. À titre perso, je suis mal payé. Je suis avec les investisseurs qui ont vraiment les mains sur le cash très fort, beaucoup plus fort qu'aujourd'hui où je vois les montants qui sont levés par les boîtes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu nous. Dans toute la vie de Meilleurs Agents, en 11 ans, on va lever 13 millions d'euros. Ce qui n'est pas grand-chose, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui. Et les 8 premières années, on va avoir levé 6 millions d'euros. Donc on a fait énormément de choses avec des bouts de ficelle. Et c'était très très dur d'affronter, je dirais, ces conditions de marché très dures, les nécessaires évolutions de notre modèle économique qui demandaient, je dirais, une débauche d'énergie
commercial, de développement de produits, etc., tout en ayant une situation financière dans l'entreprise assez précaire, parce qu'on avait quelques mois de trésorerie devant nous, on ne pouvait pas bien payer les gens, on devait faire le boulot de 2 ou 3 personnes chacun. Et puis moi, à titre personnel, j'avais heureusement un peu d'économie de mes précédentes expériences. J'étais le seul à travailler dans la famille, j'avais 2 enfants à charge, et les années passant, en fait, je devais tous les mois piocher dans mes économies pour faire bouillir la marmite. Et quand en 2014, à un moment donné, on doit lever des fonds, mais on a connu un problème avec une équipe de commerciaux qui nous a plantés, qui a triché. Du coup, on a dû les virer et il y a un tiers de nos résultats finalement qui dégringolent parce qu'il y a une partie de l'équipe qu'on a fait partir. On ne peut plus aller faire cette levée de fonds. Celui qui allait nous aider nous dit c'est pas le bon moment. Il faut qu'on fasse un bridge, un financement intermédiaire avant la prochaine levée de fonds. Les investisseurs me disent Sébastien, on fait un bridge seulement si toi tu remets de l'argent. Ça faisait des années, si tu veux, déjà que je tirais la langue, que je gagnais pas ma vie. Franchement, une fraction de ce que n'importe qui de mon âge gagnait à ce moment-là. Et compte tenu des impôts que je payais par ailleurs, il me restait quasiment rien. Donc c'était psychologiquement, financièrement, familialement, super dur. T'es en bout de chaîne, c'est toi qui dois motiver tout le monde. On se retourne vers toi pour savoir si est-ce que la boîte va fonctionner. On connaît des difficultés, mais est-ce qu'on va trouver le passage? Mes cofondateurs associés par moments eux-mêmes ont des doutes importants. Il faut que je rassure les investisseurs. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me met sur moi personnellement une pression énorme. Donc je me retrouve vraiment en bout de chaîne, un peu seul. Ça a été vraiment un moment de vérité très dur. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? D'abord que la vie d'entrepreneur, c'est une vie extraordinaire et que quand on est entrepreneur, on ne veut vivre aucune autre vie. Mais ça peut être une vie de chien. Ça peut être une vie très difficile. Et que quand on a une vision papier glacé, très glamour de la vie d'entrepreneur, on est très loin de la vérité. Il y a des moments extraordinaires, mais ils durent finalement assez peu de temps. Comme un sportif, quoi. Exactement. Et le reste du temps, ça peut être méchamment dur. Maintenant, si, 1, tu tiens pas quand c'est dur, et 2, tu prends pas une espèce de plaisir à encaisser des moments comme ça, ce truc est pas fait pour toi. Des moments difficiles, on va en vivre tous. Ils vont pas arriver au même moment, dans le même ordre, etc. Mais finalement, quand tu regardes le parcours des entrepreneurs, on a à peu près tous les mêmes. On va avoir des galères avec des associés, on va avoir des galères avec des investisseurs, on va avoir des galères avec des clients, avec une administration. Il y aura peut-être des soucis de santé à un moment ou un autre dans une équipe. On va avoir des problèmes financiers, des problèmes de conjoncture. On va tous connaître des grands moments de solitude et de doute. Il faut être armé pour ça, mais plus que ça, il faut avoir envie d'y aller et se dire, en fait, je suis là pour tester mon métal et j'ai envie de voir si je tiens ou pas. Est-ce que tu as des outils pour mieux vivre ce genre de phase? On en a un petit peu parlé, mais je dirais que le moment le plus compliqué pour moi, j'ai pas été celui de 2014, mais en 2016, on doit lever à nouveau des sous. On a changé pour la 2e fois de notre modèle économique. Je suis fatigué, mais optimiste. Et en même temps, tout est dur. On a du mal à lever des fonds. Les investisseurs qu'on va voir en France et à l'étranger sont encore assez dubitatifs. Et je suis fatigué. Et à ce moment-là, je suis tout près du burn-out. Et à ce moment-là, je lève la main. Et je dis à mes associés, à mon COMEX et à mes actionnaires, vous savez, j'ai besoin de votre aide. Tu leur dis, je suis fatigué? Ouais, je vais y arriver, mais j'ai besoin de votre aide parce que je suis fatigué. On a pivoté 2 fois. On est sur la dernière ligne droite. Mais là, je suis limite parce que j'ai tout donné. Sachant que vous visez, vous, l'exit. C'est vraiment dans le plan de... En 2016, on vise la levée de fonds qui va nous permettre d'achever notre transformation en portail ouvert avec un modèle d'abonnement où là, on offre des solutions à l'ensemble des agents immobiliers. On est sorti pour l'essentiel du modèle, je dirais, à la performance sur la transformation de nos leads en mandat de vente et on devient complètement une plateforme ouverte où on organise la rencontre entre d'un côté des particuliers qui préparent la vente de leurs biens immobiliers et des agents immobiliers qui cherchent des clients. Et ça devient une plateforme ouverte. Et 2016, c'est le moment où on va chercher des investisseurs dans le marché pour nous aider à accomplir, finaliser ce tournant. Le défi, il est technique ? Il n'est pas tellement technique. On a besoin d'argent pour commencer à communiquer plus largement et on a besoin d'étoffer l'équipe, notamment pour développer toutes les applications et nouveaux outils sur la plateforme. Et aussi, on a besoin d'étoffer les équipes commerciales parce que là, on va à la conquête de 12 000, 15 000 agents immobiliers en France, alors qu'on venait de quelques centaines. Mais la vision est super claire. L'essentiel du travail est derrière nous. Mais à ce moment-là, je pense,
un peu épuisé physiquement et psychologiquement. Donc je suis en train d'y arriver, mais... Et à ce moment-là, je lève la main et je dis, les gars, donc je parle aux copains, les associés, je parle à mon comex, je le fais savoir au board, parce que ça continue à taper dans la coque. T'es le patron, on vient de chercher s'il y a un truc qui va... Et je dis, attention les gars, on va y arriver, mais j'ai besoin de vous et je suis dans une phase fragile. J'ai pas du tout envie de tomber en burn-out. Et là, ils réagissent, ils font un dîner pour moi. Il y a des investisseurs, des membres du board qui sont là, les membres du COMEX, mes associés. Ils me font tous une petite carte absolument adorable en disant « Sébastien, on compte sur toi, t'es un champion, machin ». Pas nécessairement des choses qu'ils me disent jusque-là. Ils me font un cadeau, ils m'envoient dans un spa, etc. Bon, après, j'ai fait d'autres choses. Je suis allé voir mon ostéo, ma psy, mon machin, mon truc. Mais ça a été un moment où, je pense qu'ils ont pris conscience que, j'étais pas immortel, invincible. Moi aussi, je pouvais avoir à un moment donné besoin d'un coup de main. Et moi, j'ai senti le soutien à ce moment-là. Et derrière, c'est parti. Question rapide, tu dors combien d'heures en moyenne? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez les autres? Leur envie, leur émotion, leur motivation. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres? Leur manque de franchise. C'est quoi un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné? De m'écouter. T'as une application sur le téléphone préféré? Ouais. Laquelle? Weather Pro. C'est l'application sur le climat. Pendant des années, j'avais la version gratuite et quand on a vendu la boîte, je me suis offert la version premium. C'est absolument génial. On voit tout le temps, tous les jours. C'est fantastique. Et il y a un truc magique parce qu'il y a une animation où tu vois la pluie qui arrive en détail et non seulement tu vois la pluie maintenant, mais tu la vois se déplacer avec ce qu'elle va être dans 30, 40, 50 minutes, etc. Et ça m'a permis, même à des moments avec des copains, un mariage, il pleut, et puis je leur dis, vous savez quoi? Dans 5 minutes, c'est terminé. Et 5 minutes plus tard, c'est terminé. Donc, c'est absolument magique. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Pourquoi ça a de l'importance, la météo, pour toi? C'est intéressant, je me suis pas posé la question. Je t'ai dit que j'étais un fou furieux de contrôle, d'essayer de comprendre, etc., de vouloir avoir tous les éléments. Contrôler la météo, c'est dans le top. Voilà. Est-ce qu'il y a un mauvais conseil qui est populaire qu'on donne aux entrepreneurs? Quelque chose où tu te dis finalement, moi je suis pas d'accord avec ça? De vouloir être parfait, de vouloir aller très vite, de nécessairement vouloir lever beaucoup d'argent tout de suite. C'est pas forcément mauvais, mais je crois pas qu'il faille le faire absolument. En tout cas, faut pas faire un certain nombre de choses pour les mauvaises raisons. Ma boîte s'appelle Paradox, donc j'adore toutes ces choses qui sont à la frontière. Est-ce qu'il y a une idée que vous avez implémentée qui paraissait contre-intuitive, voire mauvaise et qui s'est avérée fructueuse? Oui, au tout début, alors, faut savoir, la première application de Meilleurs Agents, c'était de permettre aux gens de connaître la valeur des biens immobiliers, gratuitement partout en France, de zoomer sur une carte des prix, notamment à Paris quand on a commencé. En 2008, pour connaître les prix à Paris, il y avait un prix par trimestre, par arrondissement, donné par les notaires avec généralement 6 mois de décalage. Meilleurs Agents arrivent, et là, tous les mois, à chaque adresse, tu as un prix qui est rafraîchi et qui est super à l'heure. En 2 minutes, tu peux avoir une estimation de ton appartement, de ta maison, gratuitement. Et là, les gens nous ont dit, mais ce truc est génial, mais vous êtes complètement débile. Ah bon, pourquoi? Il faut faire payer ce truc. Les gens vont être d'accord, vont payer 5 €, 10 €, 15 €. Je dis, non, on va pas faire payer. Mais vous êtes fous. Évidemment, il faut faire payer. Non. Et on a tenu bon. Et pendant des années, on m'a dit, mais ça, c'est une erreur stratégique. En réalité, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait créer ce trafic viral et la répétition du trafic sur le site Meilleurs Agents avec une information de super qualité, parce que ça nous avait coûté très cher de fabriquer ces outils, etc. Et on ne le facturait pas aux particuliers. Mais il venait, il en parlait à ses copains, et ça créait la confiance. Et dans un deuxième temps, on a monétisé la relation. Dans la même lignée de ça, parle-moi d'un des plus beaux moments de cette aventure. J'ai monté cette boîte pour me prouver qu'un certain type de modèle de management et de culture était compatible avec une performance économique. Et ça a été une réussite totale, y compris avec mon successeur et l'équipe qui nous ont suivis. On est tous ensemble. J'ai préparé une présentation qui va durer 30-45 minutes. C'est un moment où j'interagis avec tout le monde et je les ai tous en face de moi. C'est un moment de communion. Et je peux te dire que ces moments, c'était pour moi les moments les plus forts dans la boîte. Et souvent, pour ceux qui étaient là avec moi, ils savaient, il y avait un moment de silence. Et j'étais en face d'eux, on avait stoppé la musique, il y avait du silence et je les regardais. Une énergie extraordinaire. Et c'est des moments où je te dis communion. Là, j'en ai la chair de poule maintenant. Je sais que c'était très fort et j'avais pas besoin de parler. On était ensemble. Et ça pouvait être des moments très durs, comme ça pouvait être des moments où on avait réussi des trucs. Mais ce sentiment de groupe, c'était extraordinaire. On a eu tellement peu de turnover. Entre autres, grâce à ça,
Parce qu'effectivement, les trucs, les bons, les moins bons, on les vivait ensemble. Et on n'avait pas forcément besoin de se raconter 150 trucs. Après, j'allais parler. J'allais pas rester comme ça 45 minutes à les regarder. Mais ces 10, ces 15, ces 20 secondes de silence, ça pour moi, c'est les plus beaux moments de ma boîte. Cette aventure a été pour moi du début jusqu'à la fin un sentiment d'accomplissement extraordinaire. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.